Bonjour, je vois que vous êtes aussi nombreux que la dernière fois, donc la mort ne vous a pas trop rebuté apparemment. On va mettre un peu de douceur sur tout ça aujourd'hui en parlant d'un sujet qui a généré beaucoup de littérature. C'est même le titre d'un article que j'ai écrit il y a quelques années, Préhistoire de la compassion. En fait, on s'est beaucoup intéressé à la façon dont des populations paléolithiques et même des hominines très anciens pouvaient avoir réagi vis-à-vis des individus qui étaient malades, blessés, handicapés d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, au-delà de l'aspect anecdotique, il y a aussi donc une dimension sociale, affective, psychologique. Et vous verrez que bon, on a peut-être un peu tiré un peu trop sur cette corde-là, parce que évidemment il y a une dimension morale dans tout ça. Jusqu'à quel point les hominines du passé étaient humains, au sens où nous percevons des qualités humaines, de partage, de soutien, de compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la notion d'empathie et de complexité sociale, de cohésion des groupes. Donc c'est un sujet qui, évidemment, est un peu compliqué à traiter, parce que vous allez voir qu'on a des faits empiriques évidemment, qu'on est bien obligé de prendre en compte et d'expliquer. Mais en même temps, peut-être que cette dimension morale, on peut essayer de la mettre un petit peu à distance parfois, pour essayer de voir s'il n'y a pas aussi, et j'en parlerai un petit peu à la fin de ce cours, des aspects qui sont purement adaptatifs et peut-être qui peuvent se comprendre dans les tendances générales de l'évolution humaine. Il y a un sujet que je n'ai pas traité la dernière fois, dans les causes de mortalité, c'est celui de la famine. Alors, évidemment, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, parce que quand on pense au temps préhistorique, au temps paléolithique, se pose la question de la subsistance et du risque de famine. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup évolué au cours du temps, depuis l'apparition de la préhistoire au XIXe siècle. Au XIXe siècle, du temps de Gabriel de Mortillet, l'idée de progrès prévalait, et donc l'idée générale, c'est que la civilisation, le progrès technique, social, nous avait sortis de l'enfer de la préhistoire. Donc la préhistoire était vue comme un enfer, et c'est quelque chose qui s'exprime en particulier dans les fictions de l'époque. Je pense que vous avez tous ou presque tous lu La guerre du feu, donc qui est un ouvrage qui a été écrit au début du XXe siècle. Et donc la guerre du feu décrit des hommes paléolithiques qui errent dans un paysage hostile, qui sont, pourchassés par des carnivores, qui sont en but à l'hostilité d'autres groupes. On leur a pris le feu en plus, donc vraiment tout va mal. Et vraiment, c'est quelque chose qui a l'air d'être extrêmement stressant et angoissant. Cette idée d'une préhistoire extrêmement dure comme environnement, c'est quelque chose qui a prévalu une grande partie du XXe siècle, mais avec un virage après la Seconde Guerre mondiale, disons. À partir des années 70, on a la notion que finalement c'est peut-être le présent en fait qui est l'enfer. Et donc, graduellement, on va regarder la préhistoire de plus en plus comme un paradis perdu.
Et il va se développer toute une littérature sur ce côté idéal de ce monde perdu, cette espèce d'âge d'or. Il y a eu énormément de... Moi, j'ai assisté à ça dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, des conférences sur les paradis du Paléolithique. Hein. Et un des exemples les plus frappants de cette littérature, c'est un livre qui a été publié par un auteur américain qui s'appelle Marshall Salins dans les années 70, qui a publié un ouvrage dont le titre, vous voyez, la traduction en français en tout cas, c'était « Âge de pierre, âge d'abondance ». Pas la peine que je vous explique hein, très longuement. C'est une vision des sociétés primitives et des sociétés paléolithiques comme des sociétés, dans le fond, où les hommes sont oisifs la plupart du temps. Bon, il faut bien chasser un petit peu, mais ça ne prend pas trop de temps. On a des loisirs, on peut faire l'amour et penser à des tas de choses. Et surtout, pour se nourrir, eh bien, il suffit quasiment de se baisser pour trouver la nourriture ou aller la cueillir dans les arbres. Et ça, c'est quelque chose qui a connu son zénith, je vous dis, dans les années 70-80, et qui, depuis, s'est amorti singulièrement, mais pas complètement quand même. Hein. Donc on a quand même toujours cette projection dans le passé, dans le fond, des idéaux, des fantasmes de chaque époque, et chaque époque a créé sa propre préhistoire. Et de mon point de vue, l'époque actuelle ne fait pas exception. Hein. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils techniques pour reconstituer les environnements, les comportements, mais ce n'est pas pour ça qu'on est exempté de cette projection idéologique, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Alors, en fait, la famine, le risque de mourir de faim, c'est quelque chose qui est en fait assez connu dans des populations de chasseurs-cueilleurs récentes. Ça varie évidemment beaucoup d'une région à l'autre, d'un environnement à l'autre, notamment en fonction de la capacité porteuse, c'est-à-dire de la capacité d'un territoire donné à soutenir une population d'une taille donnée. Évidemment, dans les zones subtropicales ou tempérées, il y a beaucoup plus d'énergie qui arrive au niveau du sol, ne serait-ce qu'à cause du rayonnement solaire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose dans les zones plus froides, dans les zones arctiques en particulier. On a des témoignages tout à fait précis sur ces épisodes de famine, en particulier chez les Inuits. Et le premier témoignage vraiment précis sur ce risque de famine, c'est un témoignage qui a été produit à la suite d'une expédition qui a été faite par des Danois sur la côte est du Groenland. C'est une expédition qui était conduite par un capitaine qui s'appelait le capitaine Gustav Holm entre 1884 et 1885. Et donc cette expédition, elle a exploré la côte est du Groenland sur des embarcations de ce style, des embarcations traditionnelles, je crois que ça s'appelle des umiaks. Et ce qu'il y a d'original avec cette expédition, c'est que pour la première fois, ces Danois, ils ont hiverné avec les Inuits, sont restés sur place pendant l'hiver. Et à l'occasion de cet hivernage, ils ont appris énormément de choses sur les populations locales. Et en particulier, on a un témoignage direct qui est un journal qui a été écrit par ce monsieur qui s'appelle Johannes Hansen, qu'on a surnommé Hans Zerach. Alors Hans Zerach, c'était une sorte de missionnaire
qui évidemment avait la religion en tête, mais il avait quand même une grande empathie pour ces populations inuites. Et il a produit un journal qui est extrêmement intéressant à lire. Vous pouvez facilement le trouver. Il est en vente en ligne sur un site bien connu. Et il rapporte énormément d'anecdotes sur la vie des Inuits d'Agmasalik. Donc, Agmasalik, c'est une île qui est au bord d'un fjord de la côte est du Groenland, qui a donné lieu d'ailleurs à plusieurs études par la suite. Et Hansen s'est notamment intéressé justement à la mortalité de ces Inuits. Donc, il a fait des comptes, il a interrogé les familles sur ce qui s'était passé dans les années précédentes. Et donc, dans cet ouvrage, Hansen rapporte que dans les hivers qui avaient précédé la venue de l'expédition de Holm, il y avait environ 15% de la population qui avait péri à la suite d'épisodes de famine, qui emportaient surtout les jeunes enfants et les personnes âgées. Donc 15% de la population, c'est pas négligeable. On en reparlera la semaine prochaine, mais il a aussi répertorié tout un tas d'histoires, d'homicides, de conflits entre des groupes d'Inuits. Et c'est un témoignage qui est extrêmement précieux sur cet autre sujet qui a à voir avec les risques de mortalité. Alors en fait, on a des témoignages de famines qui sont encore bien plus dramatiques que celles qui sont décrites par Hansen dans son journal, et en particulier au cours du XXe siècle. Donc on se rapproche beaucoup de la période actuelle. Il y a eu au Canada, dans la région de Kivalliq, donc Kivalliq, vous voyez ça sur la carte ici, c'est une zone qui est à l'ouest de la baie d'Hudson, où vivaient des Inuits qui étaient des Inuits spécialisés dans la chasse aux rennes, appelés les Inuits caribous. Et ces Inuits caribous ont connu des épisodes de famine absolument terribles. En particulier, entre 1918 et 1922, il y a eu ce qu'on a appelé la grande famine des Inuits caribous. Et au cours de cette famine, eh bien, il y a la moitié de la population qui a disparu. Donc là, c'est plus 15%, c'est la moitié. Et comme si ça ne suffisait pas, en 1950, on se rapproche énormément de la période actuelle, il y a eu à nouveau une famine généralisée dans la même région, et cette famine, elle a décimé à nouveau une moitié de la population de ces Inuits, au point qu'il est resté en fait assez peu de monde. Et les autorités canadiennes ont essayé de les convaincre d'aller vivre dans des villages arctiques où ils étaient un peu plus protégés contre ces risques-là. Alors ces famines, elles étaient dues essentiellement à des fluctuations dans l'approvisionnement en gibier, parce que comme ces populations dépendaient essentiellement des migrations de rennes, et que ces migrations de rennes, eh bien, c'est aussi un sujet qui a été pas mal étudié récemment. Eh bien, elles ont beaucoup fluctué au cours du temps. Donc, on a des mauvaises années, si je peux dire, comme pour les récoltes. Il y a des mauvaises années où il y a beaucoup moins de rennes, des années où il y en a plus. Et donc, quand il y a beaucoup moins de rennes, eh bien, on voit un certain nombre de populations qui sont des prédateurs des rennes, par exemple les loups, dont les populations s'effondrent à ce moment-là parce qu'il n'y a plus assez de rennes à manger. Et alors les Inuits, eh ben, c'est un petit peu comme les loups, quand il n'y a plus de rennes à manger, eh bien, ils meurent de faim aussi. Et donc c'est quelque chose qui est absolument, j'allais dire sinon fréquent, mais en tout cas qui est quelque chose de commun dans ces environnements-là. Vous avez là une photo très dramatique qui a été prise pendant cette famine de 1950, où on voit une femme inuite qui essaie de réconforter son enfant. Ces gens-là, ils n'avaient plus à manger, ils n'avaient plus non plus de combustible pour se chauffer, et donc ils finissaient par
périr. Évidemment, cette histoire de migration de rennes, je pense que c'est quelque chose qui devait aussi concerner des populations paléolithiques. On a des exemples de populations du Paléolithique moyen et du Paléolithique supérieur qui vivent essentiellement sur les rennes, et ce sont des rennes qui migrent, on le sait parce qu'on a fait des études isotopiques qui montrent que ces rennes, eh bien, ils ont vécu ailleurs avant de venir se faire tuer, je ne sais pas où, en Charente ou ailleurs. Et donc, ce n'est pas parce que dans des sites de cette époque-là, on va trouver beaucoup d'ossements de rennes qui se sont accumulés sur des siècles, que ça veut dire que tous les ans, la récolte de rennes était toujours aussi bonne. Et donc, dans des environnements qui parfois n'étaient pas très différents des environnements arctiques de la baie d'Hudson ou d'autres paysages boréaux de l'Amérique du Nord ou du nord de l'Eurasie, eh bien, ces gens-là ont dû certainement connaître ce genre d'aléas. Comment ça se passe quand il y a une famine? On a des témoignages qui sont des témoignages parfois directs de ce qui se passe. Et en particulier, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler d'un épisode qui est très très connu en Amérique du Nord, peut-être un peu moins en Europe. C'est ce qu'on a appelé la Donner Party, et qui est l'histoire d'un groupe. Alors là, on ne parle pas d'Inuits, hein, on parle d'Européens baptisés et bien élevés, qui ont subi un épisode de famine absolument terrible dans les années 1846-1847. Donner, c'était le nom d'un chef de famille qui conduisait un convoi de chariots à travers la Sierra Nevada, donc juste dans l'est de la Californie. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient là avec ces chariots? C'était en fait tout un groupe de pionniers qui partaient vers l'ouest, qui étaient partis du Missouri et qui devaient se rendre en Californie, précisément à Sacramento. Et ces gens-là se sont séparés en deux convois. Il y a eu un désaccord. Alors, à l'époque, il y avait déjà des guides sur comment aller de là à là, etc. Alors, malheureusement, Donner et certains autres avaient lu un guide qui indiquait un raccourci pour se rendre depuis le Missouri jusqu'en Californie. Ils ont eu tort de croire celui qui avait écrit le guide. Et donc, pour gagner du temps, une partie du convoi est partie sur ce raccourci. Alors, en fait, de raccourci, ils ont perdu un mois, parce que ce raccourci n'était pas très praticable. Et donc, ils ont fini par se retrouver dans la Sierra Nevada beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Et il se trouve que au mois de novembre de cette année-là, eh bien, il y a eu une chute de neige tout à fait exceptionnelle sur la Sierra Nevada. Et ce convoi, qui était formé par un peu moins d'une centaine de personnes, s'est trouvé bloqué près d'un petit lac, qu'on appelle aujourd'hui le lac Donner, mais qui s'appelait autrement à l'époque, qui est à une vingtaine de kilomètres du lac Tahoe, pour ceux qui connaissent la Californie. On n'est pas très très loin de Sacramento, hein. Je crois qu'on est à 70 kilomètres ou quelque chose comme ça, on n'est pas très loin. Mais en gros, ils n'ont pas pu avancer. Ils ont été bloqués là et ils ont dû eux aussi hiverner dans cette région. Alors ça s'est très mal passé parce que déjà à cause du détour, enfin plutôt du raccourci qui leur avait fait perdre un mois, eh bien, ils avaient déjà consommé une bonne partie de leur réserve de nourriture. Et donc ils se sont retrouvés dans l'incapacité de se nourrir correctement. Ils ont épuisé leurs réserves, ils ont ensuite mangé leurs animaux, c'est-à-dire les bœufs qui tiraient les attelages, et ils ont mangé les chevaux, ils ont mangé les chiens, et puis ils se sont retrouvés vraiment dans une situation de famine épouvantable. Ils en sont arrivés à manger les ceintures, les chaussures, tout ce qui pouvait être avalé. Et dans plusieurs situations, ils en sont venus à manger les cadavres de ceux qui mouraient de faim. Alors je vous signale que
c'est pas le tout d'avoir de la viande à manger, hein, que ce soit des chevaux ou des êtres humains. Quand on mange la viande, il faut avoir en même temps des hydrates de carbone, des sucres, de la graisse, quelque chose comme ça, parce que si on mange une viande qui est très très maigre, et c'était le cas de ces animaux qui mangeaient, eh bien en fait, on n'arrive pas à métaboliser correctement la viande. On a des problèmes d'urée, des problèmes rénaux, toutes sortes. En gros, on s'intoxique. Et tout ça, c'est très très bien raconté par ce monsieur que vous voyez à droite qui s'appelait Patrick Breen et qui a participé à cette histoire-là et a écrit un journal qui est très très détaillé où il raconte quasiment jour par jour ce qui se passe pendant tout cet hiver. Il y a eu des meurtres à des fins purement alimentaires. Hein. Donc ces gens-là, ils ont tué ils avaient 2 guides indiens. Ils ont tué les guides indiens pour les manger, hein, quand même. Hein. Il y a eu plusieurs. Certains sont allés chercher du secours à Sacramento, sont arrêtés en route. Il y a eu des expéditions pour venir les chercher. Je crois 3 ou 4. Mais au final, après tous ces mois passés dans la montagne, il y a à peu près la moitié de ce groupe d'un peu moins d'une centaine de personnes qui a péri. Et c'est assez intéressant de voir qui a survécu et qui est mort. Alors qui est mort, eh bien, comme je le disais à propos des Inuits, eh bien, sont essentiellement les enfants et les personnes âgées. Donc la majorité des enfants de moins de 6 ans sont morts. Et puis, tous les participants à cette expédition qui avaient plus de 49 ans sont morts aussi. Donc, ceux qui ont survécu, ce sont les adultes, les jeunes adultes. Et je vous rappelle ce que je vous ai raconté la dernière fois à propos de ces profils de catastrophes où on a une surreprésentation des jeunes adultes dans certains sites archéologiques. Et on pense parfois que ce sont des sites qui sont dans la démographie est biaisée par cet effet de catastrophe. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a à peu près 2 tiers de femmes qui ont survécu pour seulement 1 tiers d'hommes. Alors ça, c'est peut-être lié à la composition corporelle. Hein. Les femmes, pour le meilleur et pour le pire, ont plus de graisse que les hommes. Et puis aussi, une chose qui est vraiment intéressante, c'est que les individus qui étaient isolés, par exemple les célibataires qui voyageaient seuls, sont morts beaucoup plus que les familles qui sont restées unies et qui ont partagé leurs maigres ressources. Et en particulier, la famille de ce Patrick Breen, qui comportait 7 enfants, eh bien, c'est une des 2 seules familles qui est revenue entière de cet épisode-là. Donc, on est assez bien documenté sur toute cette histoire. Et évidemment, ça nous renvoie au cas possible de cannibalisme dans les temps paléolithiques. Et surtout pour le paléolithique moyen, mais pas que, on connaît énormément d'exemples d'ossements humains qui portent des traces de découpe, des traces de percussion, ce qu'on fait généralement quand on veut extraire la moelle des os. C'est quelque chose qui est assez banal en fait, surtout dans les sites où on trouve des néandertaliens. Donc voici un exemple qui est celui de la grotte Goyer, où on a trouvé une grande quantité de ces ossements. Ça date d'environ 45 000 ans. Vous voyez sur l'image de gauche tous les traces de découpe, où est-ce qu'on les retrouve sur le squelette, les traces de percussion. Vous voyez que c'est beaucoup les os des membres qui sont concernés. Tous ces exemples de cannibalisme paléolithique, là encore, ont donné lieu à beaucoup de littérature où sont opposés des gens qui, en gros, donnaient une interprétation purement alimentaire de ces observations. En gros, c'était
la donneur partie, mais du paléolithique. Hein. Donc les gens, quand ils étaient acculés à des situations de famine, comme nos Inuits, eh ben, soit ils mangeaient les morts, soit ils mangeaient les voisins. Et à cela, on a opposé des explications, comment dire, beaucoup plus peut-être moralement acceptables, qui étaient des explications de l'ordre du traitement funéraire particulier, voilà, enfin, en gros, on mangeait la grand-mère parce qu'on l'aimait trop, donc on la mangeait quand elle était morte. Et voilà, on est dans le symbolique, dans le rituel. Évidemment, a posteriori, c'est difficile de juger d'un cas plutôt, enfin de plaider une hypothèse plutôt que l'autre. On reparlera peut-être un petit peu de tout ça la semaine prochaine, mais bon, je vous dis tout de suite, il y a quand même beaucoup d'exemples où on trouve ces restes humains fragmentés, mélangés à des restes d'animaux qui ont subi exactement le même traitement, ou presque. Et donc, évidemment, c'est assez troublant parce que on aimait trop la grand-mère, mais quand même, on l'a mis à la poubelle à la fin. Un autre sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est tout ce qui tourne autour du soutien à des individus défavorisés, handicapés, blessés, d'une façon ou d'une autre. Et je vous ai déjà beaucoup parlé la dernière fois de ce fameux vieillard de la Chapelle aux Saints, dont je vous rappelle qu'il était boiteux, qu'il avait de l'arthrite, qu'il avait de la brucellose, qu'il n'avait plus beaucoup de dents. Enfin, il avait vraiment beaucoup de problèmes. Et donc, dans des cas comme ça, on a proposé que les parents, l'entourage de ces gens entre guillemets âgés, eh bien, les aidaient, parce que s'ils ne les avaient pas aidés, ils n'auraient pas pu vraiment s'en sortir et survivre. Et c'est quelque chose qui a pris, comment dire, une tournure vraiment plus appuyée dans les années 2000, la fin des années 90, et avec la publication de plusieurs exemples comme ça, soit de néandertaliens, soit de formes anciennes, en particulier de fossiles qui montraient qu'on avait des individus qui avaient perdu pratiquement toute leur denture, qui avaient des conditions pathologiques vraiment très sévères, et que, dans le fond, on n'imaginait pas comment ces gens avaient pu survivre sans l'aide de leurs proches. En particulier, c'est une thèse qui a été développée à propos de cette mandibule qui a été découverte dans le sud-est de la France, un site qui s'appelle Bao de l'Aubezier, où on a une mandibule. Alors on est dans la fin du Pléistocène moyen. Hein. On a une mandibule qui est quasiment édentée. Alors en fait, il y a probablement encore quelques dents qui sont en place, mais pas beaucoup. Il y a des lésions très étendues. Les dents qui sont encore là, elles devaient être instables, ce qui devait rendre la mastication à la fois douloureuse et inefficace. Et ce sont ces pertes dentaires s'accompagnent, vous voyez, d'une perte osseuse très importante le long de l'arcade dentaire. Et certaines de ces pertes de ces chutes de dents, ces pertes osseuses, ont précédé d'assez longtemps la mort de l'individu. Et donc là encore, en particulier Eric Trinkos qui a participé à cette étude, a soutenu cette idée de compassion, d'aide des congénères à cet individu. Depuis, on a fait beaucoup plus fort, si je peux dire, avec ce crâne et la mandibule associée qui ont été trouvées à Dmanisi. Alors je dis beaucoup plus fort, pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans la fin du Pléistocène moyen, on est dans le Pléistocène inférieur, et on a à Dmanisi, donc ce sont les premiers hominines qui sortent d'Afrique, en tout cas ceux qui sont bien documentés. On a toute une série d'individus qui sont très bien conservés, et on a donc ce crâne qui est, alors je crois que la dernière fois je vous ai dit
totalement édentés. Depuis que j'ai vérifié, je crois qu'il reste quand même une dent quelque part. En tout cas, pas beaucoup de dents pour manger. Et donc, avec cette découverte, on a dit, ben voilà, là, on a encore un autre exemple de cette compassion, de cette aide des congénères pour se procurer des aliments mous, d'origine végétale ou animale, faciles à mâcher. Mais évidemment, c'est une idée qui est, j'allais dire, séduisante, d'une certaine façon. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cet individu, pour survivre un certain temps, est-ce qu'il avait absolument besoin de quelqu'un d'autre pour lui trouver de la nourriture facile à mâcher et à avaler? Parce que de la nourriture facile à mâcher, alors tout ce qu'on peut trouver dans la nature de végétal et de mou, ben, je pense qu'il devait être capable lui-même de le ramasser. Et puis du côté de l'alimentation carnée, du gibier, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut manger de la moelle en cassant des os. Bon, la moelle, c'est mou et c'est bon. Et on peut aussi hacher la viande avec des outils de pierre, simplement la martelant, en l'attendrissant, si je peux dire. Mais encore une fois, rien n'empêche de penser qu'un individu comme celui-là a pu le faire lui-même, peut-être sans avoir forcément besoin d'un entourage particulièrement attentionné. Et donc ces publications, elles ont donné lieu à des critiques d'auteurs qui ont développé exactement l'argument que je viens de vous dire, qui ont même aussi parfois contesté, par exemple pour la mandibule du bas de Lebeusier, combien de dents il y avait encore là ou pas. Et puis surtout, on est allé regarder du côté des primates non humains. Et du côté des primates non humains, les chimpanzés, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait des chimpanzés qui avaient aussi, alors sinon survécu à une perte de toute la denture, mais en tout cas une perte très importante de dents. Et voilà un individu, une femelle qui a été trouvée dans le parc de Gombe en Tanzanie, qui a été, les gens qui étudiaient ces chimpanzés l'ont connue vivante, si je peux dire, avant qu'on puisse faire une photo de son crâne. Et cette Flo, c'est comme ça qu'elle s'appelait de son vivant, en tout cas que les gens qui observaient ce groupe de chimpanzés l'appelaient, et bien cette Flo, elle a, vous voyez, une denture qui est extrêmement détériorée. Et il y a un auteur qui s'appelle D'Agusta qui a comparé cette denture à celle de la mandibule du bas de Lebeusier, et ce qu'il dit, c'est qu'en gros, on est à peu près au même stade de dégradation. Et ces individus, apparemment, enfin cet individu a survécu assez longtemps, et d'ailleurs, dans ce groupe de chimpanzés, on connaît d'autres exemples comme ça de dents qui sont très très abîmées. Alors, pour revenir au temps paléolithique, je voudrais maintenant vous parler d'un gisement qui est un gisement qui se trouve au Kurdistan irakien, qui s'appelle Shanidar. C'est un gisement dans lequel on a trouvé plusieurs exemples de pathologies, de traumatismes et même de handicap, en particulier un individu. C'est un site qui a été fouillé par un archéologue américain qui s'appelait Ralph Solecki et qui a fouillé dans les années 1950 essentiellement et qui a livré plusieurs squelettes néandertaliens. Alors ce sont des néandertals qui sont datés entre 70 000 et 50 000 à peu près. Ces néandertaliens ont fait l'objet d'une étude très détaillée, qui est une des meilleures études qui a été faite sur un ensemble de restes néandertaliens par Eric Trinkos, que j'ai déjà cité et que je citerai encore. Et puis récemment, il y a eu des fouilles qui ont été reprises par des collègues anglais de l'université de Cambridge, qui ont repris des fouilles, d'ailleurs qui ont trouvé d'autres restes néandertaliens dans ce site. Donc c'est un site très très riche
où on a donc plusieurs exemples de ces paléopathologies, dont certaines sont extrêmement spectaculaires. Et là encore, il y a eu toute une littérature qui a été produite sur le degré de compassion dont ces gens-là avaient pu bénéficier. L'individu qui est probablement le plus spectaculaire de ce point de vue-là dans le site de Shanidar, c'est Shanidar 1. Donc c'est un squelette d'adulte et qui a des problèmes très très sérieux. On va commencer par le membre supérieur, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça qui est concerné. Donc ça, c'est son numérus gauche, qui est, il est cassé, mais il est cassé pas de son vivant, hein, donc c'est un numérus qui est normal, en parfait état, et ça, c'est le même os de l'autre côté, du côté droit. Donc vous voyez, c'est le même os, mais il ne ressemble pas vraiment. Donc le os est complètement atrophié et il montre la réparation de fractures anciennes. On a l'impression que c'est un os qui a été écrasé, probablement il y a très longtemps, et qui s'est ensuite atrophié. Dans le site, on n'a jamais trouvé l'avant-bras de cet individu. Bon, ce n'est pas absolument certain, mais il semble quand même que en fait, tout ça s'est terminé par une amputation du bras droit. Et cet individu a survécu à tout ça. Ça ne se limite pas à l'humérus, hein, la clavicule aussi, elle a été altérée. Donc elle a des lésions qu'on appelle ostéomyélytiques. Et on a l'impression qu'il lui est arrivé un accident très très sérieux du côté droit, mais il a assez bien survécu à tout ça. Et pour compléter ce tableau, on trouve aussi sur le membre inférieur des très très sérieux problèmes qui devaient rendre la mobilité de cet individu très difficile. Alors au niveau du pied, au niveau du genou, avec des exostoses, des déformations osseuses, là encore probablement d'origine traumatique, toujours du côté droit, et qui ont dû donc entraîner une démarche altérée, avec une courbure anormale du tibia à cause du stress biomécanique prolongé. Et le pied gauche et les autres parties du membre inférieur sont restés normaux, donc avec vous voyez, une situation complètement asymétrique. Je vais vous dire quelques mots sur son crâne. Vous allez voir, le crâne aussi, ne s'est pas tiré complètement intact de toute cette histoire. Donc c'est probablement le cas d'amputation le plus célèbre des temps paléolithiques, mais ça n'est pas le seul. Et on connaît d'autres exemples, y compris chez les Néandertaliens. Je vous montre un ulna qui vient du site de Krapina. Donc là, on est autour de 120 000 en Croatie. Et là aussi, on a un os qui se termine par une extrémité non articulaire, arrondie. Ça semble aussi correspondre à ce qui se produit lors d'une amputation. Donc, dans le cas de Shanidar 1, tout ce que je vous ai raconté à propos de ces crânes édentés, de cette mandibule édentée du Bao de Lebeusier ou de Mésomes de Dmanisi, donc là, ça a été développé à un niveau encore supérieur, si je peux dire. En gros, l'idée, c'est que cet individu, amputé comme il était, ne pouvait pas survivre tout seul sans l'aide de ses congénères. Là encore, certains ont objecté qu'il faudrait peut-être aller voir, pour vraiment tester cette hypothèse, ce qui se passe chez des primates non humains, pour voir si on n'avait pas des situations comparables avec survie d'individus adultes qui auraient connu des traumatismes très importants. Et de fait, quand on va regarder ce qui se passe chez les chimpanzés, eh bien, on connaît des cas assez fréquents en fait, d'amputation. Pourquoi ? Parce que dans de nombreux parcs africains où il y a des populations de chimpanzés qui survivent,
il y a des braconniers qui posent des lacets, en fait, pour attraper des animaux. Et donc, quand ces chimpanzés essaient d'attraper de la nourriture, en général, c'est comme ça qu'ils sont piégés, eh bien, ils se retrouvent avec un pied ou une main qui est prise dans ces lacets. Ils essaient de se libérer, ils tirent dessus, ça leur rentre dans la chair, enfin bref, tout ça, ça se termine très très mal. Et donc, il y a des groupes de chimpanzés dans lesquels il y a une proportion importante de chimpanzés qui ont connu des amputations. Et apparemment, ces chimpanzés survivent à ces amputations et ils survivent sans l'aide de personne. Ce n'est pas leurs congénères qui vont leur chercher à manger. Ils arrivent à survivre et on a des situations vraiment extraordinaires. On a un exemple qui a été rapporté d'un chimpanzé qui était surnommé Max, qui a été amputé des 2 pieds. Donc il y avait 2 moignons à la place des pieds. Et donc ce Max, toujours dans cette réserve de Kilabe en Ouganda, il a survécu une dizaine d'années. Donc, si les chimpanzés amputés des 2 pieds arrivent à survivre une dizaine d'années, sans l'aide de personne, pourquoi pas un Néandertal? C'est quelque chose qui est à méditer. Je ne veux pas laisser Chani Darin sans finir de vous décrire le tableau paléopathologique de cet individu. Donc, il était amputé d'un bras, il avait subi un traumatisme sur une jambe au niveau du genou, du pied, du tibia, etc. Donc, il boitait, il était amputé. Mais en plus, il avait subi aussi plusieurs traumatismes crâniens. Alors, est-ce qu'ils sont accidentels ou ils sont liés à une agression quelconque? Mais en particulier, du côté droit du crâne, il a des cicatrices guéries sur la table externe du frontal. Mais surtout, il a une blessure très importante avec une fracture écrasante de l'orbite gauche, donc sur le côté de la tête, qui implique les os, le frontal, le zygomatique, et qui a entraîné une déformation importante de la partie supérieure du visage. Et cette blessure, on pense qu'elle a provoqué la cécité de l'œil gauche, avec des signes, encore une fois, de guérison qui montrent qu'il a survécu à tout ça, mais donc non seulement il était amputé, non seulement il boitait, mais en plus il était borgne. Et pour couronner le tout, Chani Darin, il a aussi des exostoses extrêmement avancées dans le conduit auditif externe. Donc c'est quoi? C'est le fait qu'il y a de l'os qui se développe à l'intérieur du conduit auditif externe, donc qui réduit la taille de ce conduit, avec évidemment le risque que ça se bouge complètement, avec tout ce que vous pouvez avoir dans les oreilles, plus tous des problèmes d'inflammation, d'otite, etc. Et l'idée, c'est que ces anomalies de Chani Darin, au niveau de son conduit auditif, ça a entraîné une perte de l'ouïe, au moins d'un côté. Donc, borgne, amputé, boiteux et sourd d'un côté, ce qui, je pense, effectivement, pouvait entraîner des problèmes pour un chasseur-cueilleur du Pléistocène. Alors cette situation de cette perte d'audition, en fait, qu'on croyait être quelque chose d'assez particulier, exceptionnel, à la suite de l'étude sur Chani Darin, il y a eu d'autres travaux qui ont été menés sur d'autres néandertaliens, et on s'est rendu compte qu'en fait, cette histoire de développement d'os dans le conduit auditif, c'était quelque chose qui en fait était assez commun. On a d'assez nombreux néandertaliens dans lesquels on a observé ce genre de formation osseuse.
Donc là, ce sont des exemples, je n'ai pas mis les noms des gisements, mais il y a par exemple cet homme de la Chapelle-aux-Saints dont je vous ai parlé, mais plusieurs autres. Et en fait, on trouve ce genre d'exostose auditive dans à peu près la moitié des restes de néandertaliens suffisamment complets pour qu'on puisse étudier ce genre de problème. Et en tout cas, la proportion que l'on trouve chez les néandertaliens, je vous dis, c'est même un peu plus de 50% si on prend aussi les cas qui sont atypiques, c'est très au-dessus de ce qu'on trouve chez des hommes du paléolithique supérieur, des Homo sapiens, ou même des formes de la fin du paléolithique supérieur. Alors là encore, on s'est demandé un peu pourquoi on trouvait une telle fréquence de ce phénomène, et comme toujours, on a rapproché ça de ce qu'on pouvait observer chez des hommes actuels. Et chez des hommes actuels, on observe aussi ce genre de développement osseux dans le conduit externe, et singulièrement, c'est quelque chose qu'on trouve chez les surfeurs et chez les gens qui font de la plongée. C'est quelque chose qui est assez commun. Alors, Trinkas, à nouveau, est un peu monté en ligne avec cette histoire-là. Et en gros, l'interprétation qu'il a donnée de cette fréquence de ce problème avec le conduit externe, il a relié ça peut-être au fait que les Néandertals ils plongeaient dans l'eau froide pour trouver de la nourriture, pour pêcher, pour collecter des coquillages, enfin ce qu'on peut trouver dans l'eau, froide ou pas. J'avoue que ça a suscité quand même un certain scepticisme dans la communauté paléanthropologique. Pourquoi ? Parce que les études isotopiques qu'on a menées sur des Néandertaliens montrent que la consommation de poissons, ce n'est pas quelque chose de très répandu. Alors on connaît quelques cas dans des sites archéologiques à Gibraltar, par exemple, où on voit que les Néandertals ont ramassé des coquillages, des choses comme ça. Ça semble assez opportuniste. Et personnellement, je suis convaincu que les Néandertaliens qui vivaient dans les zones côtières, quand ils trouvaient quelque chose de bon à manger ou de mangeable venant de la mer, ils le mangeaient. De là à les faire plonger dans l'eau froide de l'océan pour aller chercher Dieu sait quoi, il y a quand même un pas. D'autant plus qu'on trouve ces exostoses chez des Néandertaliens qui n'habitent pas du tout au bord de la mer. Donc la Chapelle-aux-Saints, je vous recommande d'aller visiter le petit musée qui est là-bas. C'est entre le Lot et la Corrèze, donc c'est assez loin de l'océan. Et je pense que c'est assez difficile d'imaginer que tous ces Néandertaliens qui présentent ces exostoses, ils l'ont fait parce que, alors évidemment, ils ne faisaient pas de surf ni de plongée sous-marine, mais même pour aller chercher de la nourriture dans l'eau froide. Bon, il faut imaginer que, parce que les gens qui font du surf, ils ont ça, c'est pas juste à cause de l'eau, c'est aussi l'exposition à du vent froid. Et donc, voilà, peut-être que dans le mode de vie des Néandertaliens, il y avait quelque chose qui les rendait particulièrement propices à ce genre de problème. On a trouvé ça donc chez des Néandertaliens tardifs, comme ceux de la Chapelle-aux-Saints ou ceux de Chanidar, mais on a trouvé ça aussi chez les premiers Néandertaliens, et en particulier le crâne 4 de Cima de los Huesos, dont je vous ai déjà parlé. Lui aussi, il a des exostoses bilatérales des conduits auditifs externes. Et là encore, on a imaginé que ça a provoqué une perte auditive importante. Alors, il y a une étude plus récente qui a été menée en 2019, qui est vraiment un travail extrêmement fouillé, où on a, en se fondant sur de l'imagerie des os temporaux de cet individu, on a reconstitué vraiment toute l'anatomie de ces régions-là, et puis ensuite on a utilisé des modèles qui permettent de simuler dans le fond les effets acoustiques de ces
de ces conduits, de la forme des os de l'oreille moyenne, etc. Donc il y a tout un travail antérieur qui avait été fait sur cette modélisation. Et en gros, ce que ce travail a montré, c'est que finalement, ce retrécissement des conduits auditifs externes, il était inférieur à la moitié de leur section originelle, et que le modèle bioacoustique qui était produit montrait qu'il n'y avait pas d'impact vraiment significatif sur la transmission sonore, en tout cas jusqu'à 5 kHz. Et donc, en gros, l'idée, c'est que la plupart de ces néandertaliens, quand même, en tout cas celui de Cima de los Huesos, même s'ils avaient ce problème, n'étaient pas moins sourds enfin, n'étaient pas plus sourds pour autant. Donc vous voyez qu'on a quand même, alors d'une part peut-être parfois, je ne parle pas de Chanidarin qui est vraiment un cas vraiment extrême, mais parfois on a eu peut-être tendance à exagérer un peu le handicap qui pouvait être généré par ces différents problèmes. Et puis surtout, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, moi je replace ça dans le contexte de ce qu'on a appelé la réhabilitation de l'homme de Néandertal. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans le fond, il y a quand même un désir, j'allais dire un désir secret, il n'est pas si secret que ça, hein. Il y a un désir d'humaniser l'homme de Néandertal au maximum, de le rendre le plus possible comme nous. Et c'est quelque chose qui va très au-delà de ces histoires de compassion, d'aide aux handicapés, etc. C'est quelque chose je l'ai évoqué à propos du cannibalisme, hein. Encore que tous les cannibalismes pratiqués par les hommes modernes, comme on a pu le voir avec la donner party, ne sont pas des rituels funéraires complexes. Donc on a quand même tendance à faire preuve d'une forme de bien-pensance, j'allais dire de paléo-bien-pensance à l'égard de Néandertal. Et donc chaque fois qu'il y a le choix entre différentes hypothèses, certains auteurs, et ça a été particulièrement le cas avec Eric Trinkaus, ont toujours tiré du côté de une humanisation maximum de ces hommes de Néandertal. Bon, probablement que la réalité, elle est entre cet idéal et puis les visions un peu plus bestiales, horrifiques de l'homme de Néandertal. Il y a un autre angle d'attaque que l'on peut suivre pour s'intéresser à ces problèmes de soutien aux individus, c'est le soutien qui est apporté aux enfants. Alors pourquoi? Parce que, dans le fond, tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, c'est quand même des histoires d'individus généralement adultes qui, au fil de leur vie, ont subi un certain nombre d'accidents qui les ont rendus handicapés, voire dépendants des autres. Et on a vu avec les chimpanzés amputés que, dans le fond, des primates non humains qui subissaient des accidents aussi terribles pouvaient survivre et pouvaient, par eux-mêmes et sans l'aide de personne, trouver leur subsistance. Alors ils vivent au sein d'un groupe, hein, bien sûr, mais ils arrivent à s'en sortir. Et c'est probablement le cas aussi de d'hominines pléistocènes. Maintenant, ce qu'on ne trouve pas ou très peu chez les primates non humains sont des individus qui, dès la naissance, présentent un handicap. Et là, évidemment, on rentre dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'idée que des humains vont aider, soutenir un petit enfant, un nouveau-né, qui présente de très très sérieux problèmes, donc des malformations, des problèmes génétiques, des problèmes comme ça. Parce que c'est vrai que chez les primates non humains, disons que les individus qui, dès la naissance, présentent ce genre de problème, en général, disparaissent quand même très très vite. Et donc, on ne les retrouve plus. Donc, il y a un statut des enfants et des adultes qui n'est pas tout à fait le même. Et évidemment, on peut voir ça, encore une fois, du côté moral, hein, du côté
la compassion, comme je l'indiquais dans mon titre, mais on peut aussi voir ça en termes d'adaptation et de particularité des hominines par rapport aux autres grands primates. J'ai eu l'occasion de vous en parler déjà souvent, mais ce qui caractérise les hommes, et quand je dis les hommes, je pense même à des représentants des hominines plus anciens que l'homme de Néandertal ou nous-mêmes, c'est le niveau de coopération qui existe au sein des groupes d'hominines. Et cette coopération, elle se manifeste de toutes sortes de façons, et en particulier, nous avons un mode de reproduction qu'on a appelé coopératif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la reproduction suppose un minimum de coopération, mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, dans les groupes humains, les enfants ne sont pas uniquement dépendants de leur mère, comme c'est le cas, par exemple, chez des grands primates. Et une fois qu'ils sont sevrés, eh bien, ils vont avoir à compter avec les autres adultes, et les autres adultes contribuent à leur croissance, en particulier parce que le sevrage est extrêmement précoce chez l'homme, et que donc il y a la possibilité pour les grands-parents, le père, d'autres membres du groupe, de contribuer à l'alimentation des jeunes enfants. Et donc leur mère, eh bien, elle peut partager ce fardeau énergétique, et elle peut avoir d'autres enfants. Donc les groupes humains, typiquement, sont composés de familles où il y a plusieurs enfants dans une même fratrie qui coexistent. C'est quelque chose qui est assez quand même particulier aux hommes. Et donc c'est peut-être dans ce contexte-là qu'il faut replacer ces histoires d'aide aux jeunes enfants, même quand ils sont handicapés. Alors ce n'est pas juste, encore une fois, une posture morale. Quand on regarde la consommation d'énergie et la façon dont cette énergie est extraite de l'environnement chez des grands singes, par exemple des chimpanzés, on voit qu'au cours de leur existence, eh bien, ces chimpanzés, ils extraient de l'environnement exactement ce qu'ils consomment. C'est-à-dire que chaque individu trouve dans la nature la nourriture qu'il lui faut, et il prélève cela sans excès. Et c'est quelque chose de très différent que l'on observe chez les humains. Voilà la consommation d'énergie d'un chasseur-cueilleur au cours de sa vie. Alors d'abord, vous voyez qu'il vit quand même un peu plus longtemps que les chimpanzés. Il se place aussi sur un niveau d'énergie plus haut, et ça c'est lié au fait que les hommes ont un métabolisme basal qui est plus élevé que celui des grands singes. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est quand on regarde l'énergie qui est extraite de l'environnement par ces chasseurs-cueilleurs, on se rend compte qu'au cours de la vie, c'est une courbe qui est très différente de la courbe de la consommation. Donc chez les chimpanzés, on a une superposition de ces deux courbes. Dans des groupes de chasseurs-cueilleurs, on a une situation où, dans le fond, entre la naissance et l'adolescence, les individus sont des bénéficiaires nets des transferts d'énergie. Et puis, quand ils vont devenir adultes, eh bien, ils vont extraire de l'environnement 2 fois plus d'énergie que ce dont ils ont besoin à titre individuel. Et cet excès, eh bien, il est redistribué vers les très jeunes, et puis aussi vers les plus âgés. Donc les sociétés humaines, je le disais, sont des sociétés qui sont marquées par un niveau de coopération extrêmement élevé, mais aussi sont des sociétés de redistribution, des sociétés de partage, où la nourriture, elle est fournie, si je peux dire, aux jeunes individus. Et c'est peut-être, encore une fois, dans ce cadre-là, plutôt qu'il faut examiner cette histoire de soutien aux individus handicapés ou très âgés. Ça ne veut pas dire que chez les chimpanzés, il n'y a pas de comportement coopératif du tout. En fait, on connaît, alors d'abord pour commencer, la chasse.
on a eu l'occasion d'en parler les années précédentes, mais il y a des groupes de chimpanzés qui pratiquent des activités de chasse aux petits singes ou aux petites antilopes, des petits agneaux, mais singulièrement des petits singes. Et ces petits singes, pour les attraper dans la canopée, eh bien, sont des chasses collectives hein, qui sont organisées, et donc ça suppose une coordination entre les individus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'issue de ces chasses, on a pu observer qu'il n'y a quand même pas un partage de la nourriture qui est aussi poussé que ce que l'on observe chez les chasseurs-cueilleurs, ce que je vous ai montré juste avant. En gros, ceux qui consomment la viande à l'issue de ces chasses, eh bien, ce sont ceux qui ont participé à la chasse et ceux qui ont attrapé le petit singe. Et de façon, j'allais dire, extrêmement limitée, on va avoir un petit peu de cette viande qui va être donnée. Là, vous voyez une femelle qui tend la main. Donc voilà, ces mâles qui sont en train de se régaler vont lui donner un tout petit peu de viande. Bon, on a spéculé sur les raisons pour lesquelles ils faisaient ça. D'abord le fait que ce soit une femelle, ensuite le fait que peut-être c'est une façon de nouer des sortes de liens qui peuvent être utiles plus tard quand des coalitions se forment au sein de ces groupes de chimpanzés. Mais d'une façon générale, quand on observe le comportement des chimpanzés, alors que ce soit à l'état sauvage ou que ce soit lors d'expériences qui sont faites en captivité, on se rend compte qu'il y a une certaine forme d'altruisme, en tout cas de coopération qui peut se développer. On connaît par exemple des exemples de chimpanzés qui sauvent de la noyade un autre chimpanzé. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais apparemment ça arrive. Mon collègue Christophe Buesch à Leipzig m'a raconté aussi une histoire de chimpanzé mâle qui avait adopté un tout petit chimpanzé orphelin. Bon, c'est quand même assez remarquable. Donc je vous raconte tout ça pour vous dire que peut-être cette frontière que l'on fait entre le comportement humain et le comportement des primates non humains, c'est peut-être une frontière qui est moins tranchée que ce qu'on a l'habitude de présenter. Mais enfin, quand même, les expériences que l'on peut faire avec des chimpanzés montrent qu'ils peuvent collaborer pour un certain nombre de choses, mais quand il s'agit de nourriture, là, par contre, ils sont beaucoup moins partants. Et donc, les chimpanzés ne sont pas très partageurs d'une façon générale dès qu'il s'agit de manger. Dans le registre fossile, donc, est-ce qu'on a des enfants qui normalement, s'ils avaient été des petits chimpanzés, auraient disparu, mais qui, parce qu'ils ont grandi dans des groupes humains paléolithiques, ont survécu? Ben oui, on en connaît un certain nombre. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors on revient au site de Cima de los Huesos, ce site où on a des néandertaliens très très anciens, les plus anciens. Et on a décrit en 2009 un crâne d'enfant qui est le crâne d'un enfant d'à peu près une dizaine d'années au moment de la mort. Et ce crâne, je pense que vous voyez tout de suite qu'il a un gros problème de déformation, d'asymétrie. Et cette déformation, elle est liée à ce qu'on appelle une crânio-synostose lambdoïde. Alors, la suture lambdoïde, c'est une suture qui est à l'arrière du crâne, entre l'occipital et les pariétaux. Et ce qui peut se produire, c'est qu'il y a une fusion prématurée de cette suture entre l'occipital et les pariétaux. Et ça entraîne ce type de déformation qu'on appelle une plagiocéphalie postérieure. Alors c'est une condition qui entraîne une déformation du crâne, un aplatissement de la région occipitale, un déplacement de l'oreille vers l'arrière, mais aussi qui souvent est associé à un retard cognitif modéré. Et donc, dans le cas de ce crâne de ce jeune individu de Cima de los Huesos,
on a affaire à une déformation crânienne et probablement, mais ça c'est pas complètement sûr, un déficit cognitif modéré qui devait être perceptible vraiment dès le début de la vie. Et malgré cela, eh bien, voilà, alors je crois qu'on l'a appelée Benjamina en supposant que c'est une petite fille. Et mes collègues qui fouillent en Espagne aiment bien donner des petits noms à tous ces individus. Et là encore, on a spéculé sur le fait qu'on avait affaire à un comportement social qui était marqué par le soin et le soin apporté à un enfant dont l'autonomie était probablement réduite. Alors, il y a un autre exemple, toujours en Espagne, qui est assez spectaculaire. Donc, je vous emmène dans un site qui s'appelle Covanegra. Alors, ce site de Covanegra est un peu plus récent que Cima de los Huesos. On est entre 270 000 et 150 000 à peu près. C'est un site qui a été fouillé il y a assez longtemps, qu'on continue à étudier, et on a reconnu dans des restes qui avaient été découverts anciennement, dans les années 2020, on a découvert un petit bout de temporal humain, la partie pétreuse du temporal, qui était immature, qui appartenait à un individu non adulte, et qu'on a d'abord identifié comme néandertalien, et puis sur lequel on a fait, c'est une routine maintenant, hein, une analyse au scanner des structures internes, et en particulier de cette structure qui se trouve à l'intérieur de l'oreille interne, et donc qui est composée des canaux semi-circulaires et puis de la cochlée. Donc ces canaux, donc c'est un vide à l'intérieur de l'os qui compose cette partie du temporal. C'est un vide qui est rempli d'un système de canaux avec un liquide à l'intérieur, des cellules qui sont sensibles à la pression, et donc cet organe, c'est l'organe qui vous permet de vous repérer dans l'espace, d'avoir le sentiment de verticalité, le sentiment de mouvement. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est assez important. Et alors, on a découvert chez cet enfant une anomalie des canaux semi-circulaires. Vous voyez, ça c'est des canaux semi-circulaires à une cochlée d'un néandertalien normal. Kebara, c'est un spécimen d'Israël. Et puis cette oreille interne de cet enfant de Covanegra avec cet épaississement de ce canal semi-circulaire. Et ce genre de déformation, c'est quelque chose qu'on observe chez des enfants actuels qui sont affectés par une trisomie 21. Donc ces enfants qui ont ce problème génétique ont souvent ce genre de malformation de l'oreille interne. Alors évidemment, on n'a pas un test génétique de ce spécimen qu'on a appelé CN 46700. Il y a un côté un petit peu spéculatif, mais disons que raisonnablement, on peut penser qu'effectivement, on a affaire à un enfant qui est affecté par une trisomie. Et cet enfant, apparemment, il a vécu jusqu'à l'âge d'environ 6 ans, donc ça on peut le déterminer en regardant la maturation de cet os, comment il a évolué. Alors, 6 ans, vous me direz, il est mort quand même, finalement, mais enfin, 6 ans, c'est pas mal, c'est assez long, jusqu'à une période récente. On a un peu oublié ça parce qu'aujourd'hui, les individus qui malheureusement ont ce genre de problème vivent jusqu'à 60 ans, s'ils bénéficient des soins qui leur sont nécessaires. Mais historiquement, jusqu'au début du XXe siècle, et même jusque dans les années 20, l'espérance de vie d'un enfant qui était affecté de trisomie 21, c'était à peu près 9 ans.
Donc c'était quand même pas très très long. Et donc là, on a un petit ou une petite néandertalienne, je crois qu'on lui a encore à elle donné un prénom féminin, a vécu quand même 6 ans, malgré probablement des pertes auditives sérieuses, des troubles de l'équilibre, des vertiges, des choses comme ça, et ce problème de trisomie 21. Encore une fois, on peut aller voir ce qui se passe du côté des chimpanzés. Alors, chez les chimpanzés, on a des cas de trisomie. Chez les chimpanzés qui sont en captivité, on a même un chimpanzé, je crois qu'il est au Japon, qui est trisomique adulte. Hein. Enfin, il est dans un environnement, évidemment, on s'occupe de lui. Mais on a, à l'état sauvage, on a un cas qui a été décrit d'un petit chimpanzé apparemment affecté par une trisomie qui a vécu jusqu'à l'âge d'environ 23 mois. Alors grâce aux soins de sa mère et puis aussi enfin, la fille de sa mère qui était devenue adulte l'aidait apparemment. Et donc c'est seulement lorsque cette fille elle-même a eu un petit chimpanzé que finalement elle a laissé tomber, si je peux dire, le petit chimpanzé trisomique. Et donc là, il est mort. Mais enfin, il a vécu jusqu'à 23 mois. C'est quand même très loin de ce qu'on observe chez ce petit néandertalien. Donc là, je pense quand même que si c'est vraiment une trisomie, c'est quelque chose qui est assez comment dire, impressionnant. Dans le registre historique, proto-historique, on connaît des cas de syndrome de Down qui ont été reconnus dans des populations préhistoriques ou antiques, mais en général, encore une fois, ce sont des individus qui ne survivent pas au-delà de 1 an et demi après la naissance. Alors, dans le même ordre d'idée, je voudrais vous parler encore d'un autre cas de malformation qui s'est produit, enfin, qui était visible à la naissance, et cette fois-ci, il s'agit d'un fossile qui est un fossile adulte. Enfin, en tout cas, l'individu qui a été fossilisé, c'est un individu adulte qui est arrivé jusqu'à l'âge adulte. Et là, c'est vraiment très, très impressionnant. Il s'agit d'un crâne du Pléistocène moyen du Maroc, qui a été découvert à Salé. Donc Salé, c'est juste au nord de Rabat, du côté il y a un fleuve qui s'appelle le Bourgreg. Et donc aujourd'hui, c'est une espèce de conurbation avec la capitale marocaine. Et ce crâne, il est très très curieux. D'abord, il est assez petit, il a une capacité crânienne extrêmement réduite, 900, je crois que c'est 930 millilitres, ce qui est très peu pour un crâne qui a autour de 400 000 ans. Et alors surtout, au niveau de la base du crâne, il a des dispositions anatomiques très bizarres, des asymétries, vous voyez, avec des flèches rouges. J'ai marqué l'emplacement des conduits auditifs externes. Et vous voyez qu'il a un conduit auditif complètement décalé par rapport à l'autre. Et quand on regarde dans le détail la morphologie des os, des ptérygoïdes et de différentes parties du crâne, de la base crânienne, on voit que c'est très, très, très asymétrique. Regardez par exemple ces foramens qui sont assez différents d'un côté et de l'autre. Et quand on se rapproche et qu'on regarde l'anatomie de la zone nucale, là aussi on a des choses très très bizarres. D'abord, les insertions musculaires dans la zone nucale sont extrêmement réduites en taille, antéro-postérieurement, ce qui est très inhabituel chez des formes d'hominines anciennes, qui au contraire ont des zones d'insertion des muscles nucaux plus importantes que ce qu'on a chez des hommes actuels. Et puis surtout, les insertions musculaires sont un petit peu chaotiques. Vous voyez, un épaississement osseux transversal, des zones d'insertion pour les différents muscles de la nuque qu'on a pu identifier et qui sont complètement asymétriques d'un côté et de l'autre. Alors comment on interprète tout ça? Eh bien, on interprète ça comme les effets de ce qu'on appelle un torticolis congénital.
Alors, ce torticolis congénital, c'est quelque chose qu'on voit se produire de temps en temps chez des enfants à la naissance. C'est essentiellement lié au fait qu'ils ont grandi entourés de trop peu de liquide amniotique. Donc en gros, le fœtus se retrouve contraint, il n'y a pas de mouvement possible. Et donc, à cause de ces contraintes, eh ben, il va se développer dans une position un petit peu pliée, si vous voulez. Et cette position pliée, elle va se traduire par une ankylose des muscles du cou. Donc, les enfants naissent avec la tête déportée comme ça d'un côté. C'est, comment dire, c'est... ce torticolis, alors il y a des formes plus ou moins sévères, hein, quand c'est une forme qui est légère, aujourd'hui on corrige ça même avec de la kiné, hein, on sait faire ça, mais il y a des cas qui sont beaucoup plus sévères, et quand cette ankylose des muscles nucaux est très prononcée, ce qui peut se produire, c'est qu'à la naissance, au moment de l'accouchement, certains muscles nucaux se déchirent, s'arrachent en fait, hein. Et donc là, bon, aujourd'hui, on sait faire de la chirurgie, mais au Pléistocène moyen, on ne savait pas. Et ces déchirements, ça provoque le genre de déformation que je vous ai montré tout à l'heure sur le crâne de Salé. Donc là, on a un individu qui a passé toute sa vie avec la tête complètement penchée sur le côté. Donc quand ça arrive, il y a une croissance de la face. En gros, la face se redresse par rapport au crâne qui est sur le côté. Donc, on a une boîte crânienne qui est penchée d'un côté et une face qui se développe verticalement. Et surtout, ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est que souvent, ce manque de liquide amniotique qui provoque ce torticolis congénital, il provoque d'autres difformités. On a souvent des enfants qui naissent avec un pied beau ou des pieds beaux, des dislocations congénitales de la hanche, des choses comme ça. Donc quand même des choses très très sévères. Alors dans le cas de Salé, là on a quand même quelque chose, je pense, qui est vraiment spectaculaire. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas d'un enfant qui est mort à 6 ans ou 10 ans. Là, on a quelqu'un qui est arrivé jusqu'à l'âge adulte. Et effectivement, je pense que là, raisonnablement, on peut quand même penser que c'est grâce au soutien de ses congénères. Alors pour finir, je voudrais passer maintenant aux hommes modernes. Je vous ai parlé beaucoup d'hommes du Pléistocène moyen et de Néandertal. Alors chez les formes de sapiens les plus anciennes, il y a un cas qui est aussi assez spectaculaire. C'est le cas d'un jeune Homo sapiens qui vient du site de Kavzé, en Israël, donc qui a été trouvé associé à une industrie du paléolithique moyen qui datait d'environ 100 000 ans. C'est un enfant qui est mort autour d'une douzaine d'années. Et alors on avait repéré depuis longtemps qu'il avait un petit traumatisme crânien, mais récemment ça a fait l'objet d'une étude un petit peu plus poussée par ma collègue Hélène Cocgnot. Et donc on a un individu qui a eu probablement un traumatisme crânio-cérébral vers l'âge d'environ 6 ans, et qui a laissé des séquelles probablement neurocognitives assez importantes. Et ce traumatisme, on pense qu'il a provoqué un retard du développement cérébral. Là encore, un petit peu comme dans le cas de Salé, on a une capacité crânienne qui est réduite par rapport à ce qu'elle devrait être chez un individu moyen de ces populations-là. Donc voilà, on a certainement quelqu'un qui avait des problèmes de langage, de communication non verbale, de comportement social, de raisonnement, mais qui a quand même vécu jusqu'à une douzaine d'années. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet enfant, il a fait l'objet d'une inhumation, et c'est en fait un des plus anciens exemples
de sépultures vraiment assez bien démontrées pour le paléolithique moyen que l'on connaisse. On est, je vous dis, autour de 100 000 ans. Et donc il a été inhumé, avec un massacre de cervidés d'une taille exceptionnelle qui a été déposé dans cette sépulture en même temps que cet enfant. Donc c'est assez frappant de penser que non seulement cet enfant, il a certainement bénéficié du soutien de ses parents et de son entourage, il a survécu donc assez longtemps, mais apparemment il a bénéficié, si je peux dire, dans la mort, d'un traitement particulier qu'on ne trouve pas dans d'autres sépultures qui ont été trouvées dans ce site. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui frappe l'imagination. Et enfin, pour finir, un autre cas d'enfant, il s'agit en fait d'un adolescent, mais d'individus qui ont à la fois connu des problèmes de développement assez sérieux et qui aussi ont connu un traitement particulier dans la mort. Donc il s'agit d'un individu qui a été trouvé dans une sépulture de la fin du Paléolithique supérieur. C'est un gisement qui livre des niveaux épigravétiens. Donc l'épigravétien en Italie, c'est quelque chose entre 15 000 et 10 000 à peu près. Donc là, spécifiquement, cette sépulture, on l'a datée de 11 150. Et donc on a une sépulture avec une femme adulte normale qui a été enterrée, en quelque sorte tenant avec elle un adolescent qui est en fait un nain qui est mort donc quand il avait 15-16 ans. Alors ce nain de Romito, il a souffert de ce qu'on appelle une dysplasie acromésomélique, qui est une forme assez rare de nanisme, donc il est tout petit, mais surtout il a un raccourcissement très important des avant-bras et des mains, des doigts, donc c'est une malformation extrêmement sérieuse qui limite beaucoup les capacités de manipulation. Et donc là encore, on a... alors non seulement on est frappé par le fait qu'on a un individu avec une malformation sérieuse qui a survécu assez longtemps, mais ensuite le fait qu'il ait bénéficié dans la mort d'un traitement quand même assez particulier. Cette association avec cette femme adulte est troublante. D'ailleurs, dans ce site de Romito, on a aussi de l'art rupestre. C'est assez rare qu'on ait une association de sépulture et d'art rupestre dans le Paléolithique. Et vous verrez, j'en parlerai, je ne veux pas trop élaborer là-dessus maintenant, mais j'en parlerai lors du dernier cours que je dois faire cette année, sur les rituels qui sont autour de la mort. Vous verrez que dans le Paléolithique supérieur, on a un certain nombre d'exemples, d'abord d'associations comme ça d'individus dans des sépultures où on a un individu qui a des traits anormaux, entre guillemets, qui est associé à un ou deux individus normaux, et on se demande un petit peu ce que ces gens-là font ensemble. Mais on a aussi l'impression que des individus qui étaient affectés par ce genre de problème semblent avoir eu peut-être un statut social particulier dans ces groupes, et peut-être qu'on leur attribuait des pouvoirs ou une valeur particulière qui explique le traitement dont ils ont bénéficié dans leur sépulture. Mais je garde ça pour une prochaine fois, et pour aujourd'hui, je vous remercie.